elle est en place. C'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à 2 pas du chat. Tiens, on a découpé une I am a feminist. Je vous obsède avec une constance Je ne me suis pas conduit qui appelle quand même l'admiration. d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite. I'm sorry that I didn't become the world's first black classic pianist. Des femmes artistes, activistes, inspirantes, politiques, des femmes puissantes. Je crois qu'une femme qui existe dans son temps, à l'intérieur de son temps, n'a pas d'époque, elle Bienvenue marque son époque. dans la poudre. Je suis Lorraine Bastide. Bienvenue dans l'art et la poudre. Il y a eu beaucoup de corps de femmes dans l'histoire de l'art, qui ont été beaucoup, bien sûr, décrits pendant longtemps par des hommes. Et je crois que, pour moi, de montrer ce corps de femme, simplement le fait que ce soit une femme qui le fasse, ça chamboule tout, quoi. L'art n'a pas de nation. L'art n'a pas de temps. L'art n'a pas de sexe. Ou si? En mai, après l'ouverture de la Biennale, à Venise, l'eau s'est mise à monter. Je suis allée sur le toit du pavillon français. J'ai embarqué dans un bateau avec 2 femmes. C'était Laure Prouveau, l'artiste, et Martha Kirzenbaum, la commissaire. Grande, lumineuse, musclée, invincible, belle. On a vogué des jours, on a vogué des nuits, on a atteint une île et on a accosté. Sur le sol, au bord de l'eau, des micros. On s'est assise et on a parlé. Avec Laure Prouveau et Martha Kirzenbaum, on a parlé d'art, de femmes et de poulpes. Laure Prouveau et Martha Kirzenbaum, vous êtes les patronnes du pavillon français de la Biennale d'art contemporain de Venise. Laure Prouveau, vous êtes une artiste et vidéaste acclamée. Vous avez reçu le prix Turner en 2013. C'est l'un des plus prestigieux prix en art contemporain pour votre installation vidéo Wanti, qui raconte l'histoire étrange de la disparition de votre grand-père dans un tunnel creusé sous sa maison. Vous avez aussi déjà eu à seulement 40 ans votre propre exposition au Palais de Tokyo à Paris en 2018. Avec vous, on ne sait jamais où se situe la ligne entre la réalité et la fiction, ce qui promet de rendre l'interview assez acrobatique et je m'en réjouis d'avance. Bonjour Laure et bienvenue. Bonjour. Martha Kirzenbaum, vous êtes commissaire d'exposition, avec à 35 ans un parcours déjà plein de flamboyance. Vous avez créé à Los Angeles le centre Fahrenheit, un programme de résidence où pendant 3 ans, la crème de la nouvelle génération d'artistes contemporains s'est bousculée. Bonjour Martha. Bonjour Lorraine. Alors, ce qui est clair, c'est que vous êtes toutes les deux méga fortes dans vos domaines. Vous êtes des femmes prodiges de l'art contemporain, un milieu qui est plutôt réputé pour son sexisme. D'ailleurs, vous êtes le premier duo artiste-commissaire constitué de 2 jeunes femmes à représenter la France à la Biennale de Venise. Avant vous, Laure, seules 2 femmes artistes avaient eu les honneurs du pavillon français, Annette Messager en 2005 et Sophie Calle en 2007. Est-ce que vous êtes fières d'être des femmes qui représentaient la France dans le monde de l'art cette saison à Venise ? Bien sûr, c'est un honneur, c'est un début, bien comme vous l'avez dit, c'est un début de départ d'un changement. J'espère que maintenant ça va être qu'il y aura de plus en plus de femmes et que ce qui est bien là, c'est qu'on était aussi 2 femmes curatrices et artistes, ce qui s'était pas fait avant. Donc c'est vraiment come on, we can do it, you know. Et puis, c'est le début, là. Je te laisse répondre, Martha. Non, c'est vrai que c'était une joie et un honneur. Et puis aussi, ce qui est intéressant peut-être, c'est qu'on a eu des parcours assez internationaux, pas forcément très français, ou très typiquement français, l'une comme l'autre. Laure à Londres, partie à Londres très jeune, et maintenant installée en Belgique, à Anvers. C'est moi ayant plutôt passé la plus grande partie de ma vie professionnelle aux États-Unis, et avec des parents d'origine étrangère aussi. Donc il y a peut-être ça aussi qui compte. Mais
mais justement, dans cette représentation. Voilà. Ouais, c'est une question que je voulais vous poser. Ça fait effectivement ce que vous avez en commun d'avoir été très vite délocalisé, comme si en fait c'était une nécessité aussi pour gagner, je sais pas, en crédibilité ou d'avoir cueilli vos galons à l'étranger. Est-ce que ça permet de dépasser certains clivages qu'il y a en France où en gros, avant 50 ans, on peut pas avoir de responsabilité, on peut pas avoir d'argent entre les mains. Je me suis posé la question, est-ce que ça avait été un Moi, atout ? c'était pas ça. C'était vraiment le départ de vouloir d'être libre d'un système ou de quelque chose que je connaissais aussi, de pouvoir un peu commencer à zéro quelque part. Et c'était pas du tout conscient au niveau même de ma... de mon physique mais c'était vraiment partir pour être libre un peu parce que vu et surtout d'arriver dans un système qu'on connaît pas, donc on le questionne, on l'invente, ici on est beaucoup plus sensible à toutes les petites subtilités quand on est chez nous, quand les petites choses nous énervent ou nous amusent et d'avoir cette distance, pour moi, c'était un lieu, une façon de créer, quoi, beaucoup sur déjà la langue, l'anglais, que je parlais pas très bien en arrivant. Et maintenant que vous mélangez allègrement le français et l'anglais. Oui, et que les deux se provoquent, de regarder une langue avec distance, regarder un système avec distance. Pourquoi on fait des choses comme ça ici en France? Pourquoi on les fait comme ça en Angleterre? Pourquoi on les fait comme ça en Amérique? Et ça provoque, et il y a des choses qui marchent mieux d'un côté que de l'autre, et pourquoi pas aller prendre ce qui est le bon un peu de partout. Et je crois que c'était ça le départ. Pour moi, c'était vraiment c'était partir et être libre. D'ailleurs, je vous ai entendu dans une interview juste après la remise du prix Turner en 2013 dire « Je suis redevenue française ». Le fait que les projecteurs soient braqués sur vous d'un seul coup, votre spécificité d'être une artiste française qui recevait ce prix. D'un seul coup, c'était tout à propos de la nationalité. C'est fou, hein, c'est marrant, qui est quelque chose qui m'a jamais... c'était pas quelque chose à laquelle je pensais une seconde même. À Londres, c'est tellement international, on pense... Bien sûr, j'ai un accent, bien sûr... mais on se provoque dans des points de vue culturels, mais c'est pas la nationalité qui me dominait du tout, ma façon de penser ou ma façon d'être avec l'autre. Et oui, d'un seul coup, c'est ça. The Turner Prize is French. Wow, wow, wow. C'est vraiment les petits coqs qui débarquent. C'était tellement pas. Et l'Angleterre m'avait d'une certaine façon vraiment soutenue dans mon travail, vu que j'ai grandi mon travail artistique là-bas. Donc. Je dois autant à l'Angleterre qu'à la France, d'où je suis, comment je suis arrivée dans ce que je fais. D'ailleurs, c'est intéressant ce prix qui récompense indistinctement tout artiste vivant sur le territoire britannique sans se préoccuper de sa nationalité. Je trouve que c'est aussi un geste un peu qui... Ou même les Anglais qui sont en dehors, qui habitent plus là-bas, Tino Sehgal, je ne sais même pas s'il est anglais là-bas. Enfin, j'en sais rien. Oui, ça efface un peu les frontières, quoi. Ouais, mais ça, l'art ne doit pas avoir de frontières. Quoi. Pour moi, c'était un peu... Enfin, c'est une chose... ce qu'on a fait à Venise, bien sûr, c'est le pavillon français. Tout ça, c'est typiquement nationalistique, un peu pas plus. Et en même temps, l'art, on veut parler de tout, quoi, de pas, même si on veut parler de petites choses en parlant de tout, c'est compliqué de montrer là-bas. Peut-être qu'on peut expliquer pour les auditeurs et auditrices qui ne connaissent pas forcément la Biennale de Venise à quoi ça ressemble. En fait, on est dans un grand jardin où il y a des pavillons qui datent du début du XXe siècle, donc qui sont des magnifiques monuments un peu art déco avec des colonnades, des choses en marbre et qui portent chacune fièrement le nom de la nation qu'ils représentent. Donc on a la Russie, la France, la Grande-Bretagne, l'Autriche, côte à côte. Martha, quand on est choisi pour devenir commissaire du pavillon français, on se retrouve avec une mission qui est presque une mission de service public, quoi. Comment on accueille ce genre de mission? C'est vrai que nous, la première fois, je crois qu'on est allé à Venise toutes les deux, et quand on a marché le long de cette allée, on s'est rendu compte qu'on était vraiment dans une sorte d'allée coloniale, quoi, des grands pays, et qu'en fait, il y avait évidemment, parce que cette organisation spatiale des pavillons reflète un monde qui n'existe plus, qui était le monde de son époque, où évidemment d'abord était l'Angleterre, la France, l'Allemagne, les États-Unis, la Russie, et puis ensuite l'Europe centrale, et puis encore plus bas peut-être quelques pays d'Afrique, plutôt Égypte, je sais pas, Brésil, en
Amérique latine, et puis ensuite beaucoup de pays qui ne sont même pas dans les Giardini. Et par exemple, cette année, c'est la Lituanie qui a reçu le Lion d'Or et qui n'était même pas dans les Giardini. Donc ça prouve bien qu'on est vraiment aussi dans une redistribution des puissances et puis des représentations. Et ça, c'est quelque chose auquel je crois on a pensé aussi quand on a réfléchi aux hiérarchies d'entrée et de sortie du pavillon. On a voulu justement bloquer l'entrée principale et nos belles colonnes de marbre rose et les faire disparaître derrière un peu un nuage de brume et de fumée. Enfin, c'est de la brume en fait d'eau et de faire passer les visiteurs par les côtés jusqu'à l'arrière du pavillon. Donc, il y avait un peu cette volonté. La petite porte cachée du sous-sol, exactement, celle qu'on n'aurait jamais regardée sinon. Ouais. Et je crois que c'est quelque chose qui intéressait Laure, justement la marge, les coulisses, ce rapport entre les façades et les coulisses, le devant de la scène, l'arrière. Voilà, c'est une manière de repenser peut-être ces hiérarchies de cette manière, je crois. C'est intéressant. Alors, vous avez cassé la biennale, on va quand même le dire, donc avec cette œuvre qui s'appelle Deep Sea Blue Surrounding You, vous voyez ce bleu profond te fondre. C'est une œuvre tentaculaire qu'on peut voir d'ailleurs jusqu'en novembre au pavillon français si vous avez l'occasion de voyager à Venise. Moi, j'ai eu la chance de la voir de mes yeux à l'ouverture de la biennale en mai et mes yeux ont fondu car vraiment, je peux pas me l'expliquer, mais je me suis mise à sangloter puis à pleurer à chaudes larmes devant ce film, la vidéo qui est vraiment la pièce centrale de l'œuvre. Je me rappelle, Martha, je suis tombée sur vous en sortant de la salle et j'étais tellement émue que je ne pouvais pas vous parler. Et apparemment, je ne suis pas la seule que cette œuvre a fait pleurer. Est-ce que vous vous attendiez à susciter autant d'émotions ? Holding on love. Pas moi. From fishes to mammals. C'est très dur de voir ce qu'on fait I could die for this. Une idée en tête de ce que j'avais envie de représenter, vague au départ. Here we are, floating on the future past. Dans cette mer agitée de notre temps et c'est très très dur, je trouve, quand on vient de finir quelque chose, de se rendre compte de ce qu'elle produit et si elle a bien traduit. Pour moi, mon travail, c'est de la traduction d'émotions à tout niveau, ou de la mistranslating. Comment on dirait ça ? Une mauvaise traduction, une traduction non littérale. Ouais, non littérale, plus que. Et comment. Après, il faut le faire bien. Et de traduire une émotion, c'est difficile, et de bien la traduire. Et je ne sais jamais si l'œuvre a réussi à traduire ce que je voulais. Mais bien sûr, là, c'est sûr que les retours, très vite, on a senti qu'il y avait de l'émotion, qu'on a réussi, et qu'on voulait que ce soit... Pour moi, je voulais que ce soit quelque chose d'assez direct, d'émotionnel assez direct aussi, d'où on est, ce qu'on fait, pourquoi, comment, un peu une sorte de overview, mais très, très liquide, très... pas factuelle ou pas un peu flottante, comme à la fin on finit, une des phrases c'est Now you're bird. We are like birds. We are like birds that belong to no nation. Bien sûr, parce que le contexte est tellement autour de cette idée de nation, de représentation, qui est un sujet très intéressant, et c'est fantastique pour un artiste de se tenir à ce sujet et de le questionner, parce qu'il est très très présent dans nos vies, de plus en plus, avec ses frontières très difficiles, avec l'immigration, bien sûr c'est un idéal qu'on puisse, qu'il n'y ait plus de frontières, qu'il y ait des cultures, mais pas forcément des nations, enfin j'en sais rien, mais c'était beau que la France soit derrière nous, à nous soutenir pour parler de tout ça, et de pas du tout diriger le travail, ou au contraire, vraiment un vrai soutien. On a eu un soutien fantastique pour pouvoir le faire, quoi. Donc c'était beau.
Mais je crois que ce qui a touché les gens, peut-être, c'était aussi l'utopie de ce voyage. Et en fait, ça, c'est aussi peut-être quelque chose dont moi, j'avais pas du tout conscience, qui prouvait aussi le peu de recul qu'on peut avoir, même en tant que commissaire d'expo sur un projet, qu'en fait, on a travaillé de manière très proche avec Laure, et qu'en fait, j'avais vraiment aucun recul et je me rendais même pas compte de aucune idée que ça pouvait effectivement susciter autant d'émotions. Mais aussi, ce que je disais, c'était peut-être cette épopée finalement qui aurait pu rester peut-être même française, pas touchée forcément universellement. Et je crois qu'il y avait juste cette idée d'un groupe comme ça, intergénérationnel, interculturel, qui vivait ensemble. Et je crois qu'il y a peut-être ce besoin de réinvestir nos vies avec du lien humain, en fait. On pensait souvent, moi j'ai beaucoup pensé à Zygmunt Bauman pendant ce projet et à son concept de modernité liquide et liquidité moderne. Enfin, en français et en anglais, ça a les deux sens. Et quand il dit justement que le monde moderne nous a désincarnés en fait en tant qu'êtres humains et que trop de technologie a rendu les liens entre les hommes impossibles. Et je crois que quelque part, ce voyage a rendu peut-être les liens humains possibles à nouveau. Et j'ai l'impression que c'est cette utopie du vivre ensemble qui a beaucoup porté en fait le projet, je crois. Complètement. Après, il y a aussi, vous parlez Martha, vous parlez de l'élément liquide, vous avez parlé de flotter, l'or. Moi, j'ai l'impression que c'est aussi cette eau qui m'a fait pleurer. Enfin, cette omniprésence de l'eau, qu'elle soit issue de la nature ou issue des corps, ou l'espèce de côté un peu visqueux de certains éléments, notamment ce poulpe qui est présent et qui brille pendant tout le film. J'ai l'impression que c'était comme une espèce de convocation un peu subliminale de mes larmes aussi, comme si on voulait rajouter de l'eau à ce film qui est lui-même effectivement très aqueux, très liquide. Je sais pas. La chaleur des corps, l'eau froide d'une mer sur un pied. Enfin, c'est des choses très physiques. Je crois que dans mon travail en général avec la vidéo, je travaille d'une façon. Si la vidéo peut commencer à sentir, ou sentir pas bon, ou sentir froid, ou nous éclabousser, ou nous faire avoir froid ou d'avoir une texture très... Souvent, je travaille, je veux que ce soit un film qui soit rugueux, par exemple, ou un film qui soit liquide. Et donc, c'est un concept abstrait, mais comment, avec des images aussi capturées de la vie de tous les jours, des personnages qu'on a rencontrés, de notre aventure de Nanterre à Roubaix, au Palais Idéal et tout ça... jusqu'à notre arrivée ici à Paris. Je reviens tout juste en petit cas de vin de Venise. J'ai amarré mon petit bateau là, en bas sur la Seine. Donc c'est pour ça que je suis un peu rouge écarlate. Vous avez encore vos bottes aux pieds d'ailleurs. Ouais. Et j'ai la police maritime qui me le tient parce qu'ils sont pas très contents. On va remonter un tout petit peu en arrière pour essayer de comprendre vos parcours. Donc Laure Prouvost, vous avez grandi dans le nord de la France, à Croix, près de Roubaix. C'était comment de grandir dans ce coin-là ? J'ai grandi en fait dans beaucoup de verdure. Donc ça mais assez isolé du monde. J'ai eu beaucoup de temps pour moi. C'était comment ? C'était avec des parents qui nous aimaient, qui m'ont soutenue. Après, j'avais des difficultés un petit peu vis-à-vis du système scolaire et tout ça, ça me provoquait. J'avais envie de plus de liberté, surtout plus. J'aimais très vite. J'ai beaucoup aimé ce qui est J'aime pas le plastique, mais on parle de plastique en France, je crois. Ce qui est manuel, vous frottez les mains en disant ça. Non, elle dit « I'm not a plastic artist ». Non, plastic artist. Ouais. Mais bon, j'aime bien. Plasticienne. Non. Mais j'aime bien, tout de suite, très vite. Et donc, je suis partie à 13 ans, j'étais déjà dans une école un peu qui artistique en Belgique, donc près de Roubaix. Et puis, c'était un peu un départ. Ça m'a donné beaucoup de liberté. J'avais des profs fantastiques qui m'ont emmenée à Cologne, alors que j'avais jamais vu d'art contemporain à l'époque. Ça n'existait pas, quoi. Lille, il n'y en avait pas, Roubaix non plus. J'avais de l'art moderne. J'allais au musée de Villeneuve d'Ascq, dans un vélo de temps en temps. Mais c'est sûr que j'étais déjà très attirée par
cet autre langage, une autre façon de s'exprimer, de ne pas devoir tout apprendre par cœur à l'école, en français, en maths, même si je le faisais, mais j'avais envie de pouvoir, surtout le français, j'étais très, je suis toujours, Martha, mon français a progressé là, pendant notre tournage, pendant notre projet surtout, mais les fautes, il y a la logique de cette langue m'échappe un peu, et donc je voulais me recréer mon langage, et l'art m'a donné énormément de liberté, je sens ça, je sais pas, c'est extraordinaire. Vous dites que votre enfance, elle était encadrée de verdure et de nature, c'est un élément qui est très fort dans votre travail. La nature est omniprésente, même elle dévore un peu l'humain, je trouve. Est-ce que c'est une forme de nostalgie que vous exprimez, du coup? Est-ce que c'est peut-être ça qui nous rend triste aussi, cette espèce de paradis vert perdu pour l'humanité, un peu comme pour vous? Oui, mais on peut le retrouver, il n'est pas perdu, je crois. Il est un peu contrôlé par l'humain, mais on peut le soutenir et le... Je crois qu'il y a une énorme... C'est sûr qu'il y a une énorme... Le corps se sent en extrême liberté dans la nature. Il y a quelque chose on se recentre. Il y a quelque chose de vraiment... On se recentralise mentalement à tout niveau. Quand on plonge notre corps dans une eau chaude, une eau froide, où on est complètement en conscience, en connexion avec ce qu'on est. Et c'est pas une nostalgie, c'est juste... une réalité, je crois, et je crois beaucoup, on souffre de pas en avoir assez, je crois, et j'ai de la chance de pouvoir, moi, je suis en train, on va à la mer, il y a beaucoup de gens qui n'y arrivent pas forcément à le faire, ou à trouver le moment, ou avoir même la pensée de le faire, ou parce que bien, nos vies sont tellement... Et en même temps, je suis aussi, j'adore lécher mon téléphone portable, hein, il y a de... Je crois que c'est la complexité qui fait cette vie assez... on est en pleine extasie, je crois, de tout. Alors, on veut tout vivre, on veut tout sentir, on veut tout toucher, on veut tout découvrir. Et en même temps, ça crée des clashs. Martha, je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Martha, pour le coup, vous avez vécu une enfance parisienne, si je ne me trompe pas. Banlieusarde. Dans quel coin vous avez grandi? Non, j'ai grandi à Versailles. À Versailles. Et c'était comment alors de grandir à Versailles? Moi, déjà, j'ai grandi... mes parents divorcés, donc j'ai grandi avec ma mère, toute seule, même si le reste de ma famille était très présente quand même, mais c'était assez particulier parce que j'ai grandi... paradoxalement dans un univers qui était catho, tradi, mais qui n'était pas du tout le nôtre parce que mes parents sont polonais, d'origine juive et laïque et très ouverts. Et moi, j'étais à Versailles parce que j'étais dans une école musicale à horaire aménagé qui était à Versailles. Donc, on s'est retrouvés là par hasard et que toutes les familles environnantes avaient des grandes Renault Espace et 6 enfants et des pères PDG, des mères qui ne travaillaient pas et qui disaient « Pauvre Martha, sa maman, elle travaille. » Donc, voilà. Mais c'était super quand même. C'est formateur, ce genre C'était très formateur. Ça m'a formé d'une forme de résistance, de résilience, je crois aussi. D'indépendance. Ouais. Et puis moi, j'étais toujours très proche de ma mère. Et puis c'était une femme au cœur ouvert et au poing fermé. Et ça m'est resté beaucoup, je crois, cette image-là d'elle. Et puis en fait, quand on grandit seul avec sa mère, on est déjà une féministe. En fait, voilà, c'est tout. C'est comme ça. Il y a pas le choix, je crois. On est entouré d'une femme forte. Et puis c'est comme ça. Et voilà. Mais c'était une enfance plutôt paisible dans une ville bourgeoise ennuyeuse qu'on a voulu quitter très vite. Il y avait pas mal de musique quand même. Il y avait R et Phoenix, on essayait un peu de les draguer. Oui, mais c'est vrai que la French Touch, elle est très voilà. versaillaise. Aussi liée à mon école musicale, donc c'était assez intéressant. Et puis moi, très vite, j'ai plutôt commencé à écrire sur la musique parce que mon frère Samuel, qui est photographe de musique, qui est aussi une autre figure qui m'a beaucoup inspirée, avait monté des magazines de musique dans les années 2000, Vox Pop, Newcomer, et donc moi, j'avais commencé à écrire sur la musique avant l'art, en fait. Mais j'allais quand même au musée comme une bonne élève intellectuelle,
cultivée, je sais pas. J'allais à Paris le samedi voir toutes les expos. Et puis, mais quand même, j'avais ce côté plus un peu rebelle. Je voulais faire les choses un peu différemment à ma manière. Donc après, j'ai suivi des études de bonne élève, Hippocagne, Cagne, Sciences Po. Mais en fait, j'avais envie de me casser, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. J'avais envie de, comme on leur dit dans le film, break myself. Je voulais vraiment me casser, en fait. Il fallait tout casser. Et donc, je suis partie. J'ai eu de la chance. J'ai eu un échange universitaire avec Columbia à New York. Et là, la vie a commencé, en fait. Là, je crois qu'à 23 ans, quand je me suis retrouvée à New York, tout a fait sens. Là, d'un coup, j'ai tout fait à Paris, en fait. Je crois qu'il y avait... Mais je sais pas, c'est aussi, est-ce que maintenant, je projette un plafond de verre? Mais je sais pas si j'en avais conscience à l'époque. Je crois que juste, j'avais envie d'expérience, j'avais envie de voyage, de partir faire les choses différemment. Vous êtes ouvert les possibles. Et... Moi, je me suis quand même posé la question, est-ce qu'on aurait confié en France à une jeune femme de à peine 30 ans la curation d'une résidence d'art contemporain? Je suis pas sûre que ça serait arrivé. Non, je suis pas sûre que ce soit... Non, c'est sûr. Vous avez aussi donné, permis d'ouvrir vos ailes en allant là-bas. Voilà, donc un peu comme Laure parlait de liberté, c'est vrai que c'est ça. C'est aussi... peut-être que c'est la culture anglo-saxonne qui nous donne cette liberté, qui peut-être met moins en tension les hommes et les femmes. En tout cas, il y a plus de femmes à la tête d'institutions culturelles aux États-Unis. Moi, j'ai travaillé par exemple au New Museum à New York, qui était dirigé par une femme. Et c'est vrai que j'avais pas eu de modèle féminin dans cette carrière-là de commissaire d'expo, et j'en ai toujours pas vraiment en France, pour être tout à fait honnête. Mais c'est pas grave, parce que ça permet, si on n'a pas de maître, on est bien, on peut tout de suite faire les choses à sa manière. Mais c'est aussi que je me sentais bien aux États-Unis, je me sentais bien à New York, puis après ça a été Los Angeles où je me sentais même encore mieux. Et en fait, c'est aussi de fil en aiguille. En fait, la vie, elle vous porte quelque part, donc elle vous ramène, elle vous amène. C'est un peu comme une vague, en fait. Elle vous emporte, elle vous ramène, et rien n'est décidé. Et par exemple, moi, quand je suis rentrée de Los Angeles, je pensais que j'allais repartir, et puis Laure m'a appelée pour m'inviter à être sa commissaire à la Biennale. Et donc, du coup, je suis restée à Paris. Et voilà, et c'est vraiment aussi tout ça qui se construit, en fait. On se construit, on construit ça, évidemment, sa carrière, ses expériences, mais c'est soi qu'on construit avec les autres. Et moi, je crois beaucoup aussi à la notion de famille, de communauté, et de génération. Et j'aime cette idée qu'on puisse grandir ensemble. Et j'espère que, par exemple, quand on aura 70 ans, Laure et moi, on fera un projet ensemble, parce qu'on aura grandi et vieilli ensemble. Et puis avec d'autres artistes aussi. Moi, je viendrai faire un article dessus. Exactement. Puis on ira avec Lorraine, on se remémorera ce beau podcast. Pour moi, c'est important, cet aspect-là. Et c'est vrai que c'est aussi souvent des femmes qui nourrissent ça, mais pas que, de nouveau. Il y a pas... moi, je veux pas non plus faire tracer un trait de dire non mais les hommes c'est là et les femmes c'est là, c'est pas ça, c'est aussi des sensibilités, je crois qu'on mais retrouve. Vous avez étudié en Cultural Studies aussi à New York, et c'est aussi s'accorder à la fois la possibilité de parler d'identité, de dire voilà, je suis une femme. Vous, par exemple, vous dites souvent je suis la petite fille d'immigrés polonais, c'est la fille d'immigrés polonais, c'est quelque chose que vous c'est revendiquez aussi, et dans les Cultural Studies, il y a cette idée aussi de l'identité peut être revendiquée, elle peut aussi être rejetée, on peut jouer avec, alors qu'en France, on est à un stade où déjà l'identité même a peine à être nommée, on est tous égaux, on est tous pareils, il n'y a pas de genre, il n'y a pas de race. Et ça, définitivement, le fait d'avoir étudié aux États-Unis m'a appris ça aussi, d'avoir pu lire des choses de Béatrice Spivak, de Judith Butler, qu'on ne lisait pas forcément en France. Ça m'a ouvert aussi des portes. Quelque part, je cherchais quelque chose, parce que peut-être justement j'avais grandi en France avec un nom étranger, une mère célibataire, et que c'était pas un modèle, un canon évident comme ça, là où moi j'avais grandi, et quelque part ça a mis des mots sur mes questionnements, et ça a donné peut-être des réponses à des choses que je cherchais. Et conscience, d'être conscient d'où on vient et comment on fait les et où choses. on va. Et c'est vrai qu'aussi ce projet, je crois que la manière peut-être dont Laure aussi voulait traiter la question de représentation, je crois qu'on s'est retrouvés aussi quelque part là-dessus, avec ces parcours-là, sans que la question de l'identité ou de l'origine devienne centrale, parce que le projet, c'est un voyage, c'est pas une... on parle pas de qu'est-ce que la France, c'est pas aussi littéral que ça, c'est beaucoup plus poétique et utopique, très suggéré, mais je crois qu'on partait justement de ça, de comment la manière dont nous-mêmes on a peut-être été décalés dans nos biographies a inspiré cette réflexion aussi sur la France. Mais par exemple, je disais, et je sens que quand on a fait cette inauguration avec le ministre au pavillon français, c'était un moment très fort, très émouvant. On avait nos parents dans la
l'assemblée, on avait nos amis, etc. Et moi, j'avais envie de dire, ce qui a inspiré ce projet, c'est la France, c'est-à-dire nous tous. Et je sais pas, c'est sorti comme ça. Et après, je me dis nous tous, mais c'est vrai, nous tous, c'est aussi des gens, pas que jeunes, mais aussi âgés, des gens d'origine étrangère. Je sais pas, ils sont là dans le projet, mais aussi voilà, des femmes, des hommes, voilà, qu'on ait cette communauté et qu'on vit ensemble en fait. I think we should melt into each other, comme ces putains de cellules. We move, we should be a giant octopus. Before we go. We should commit a crime. Kiss this guy. D'ailleurs, il a beaucoup insisté dans le discours, le ministre Franck Riester, sur le fait que vous aviez une formation à l'étranger. On avait presque l'impression qu'il le déplorait un tout petit peu, ou je sais pas, je trouvais que c'était un peu lourd dans sa façon de formuler les choses. Mais bon. Ouais, après, tu sais, enfin, aussi, voilà, les choses sont plus ou moins récupérées. Par exemple, on pourra dire, voilà, ça prouve, les deux femmes prouvent que les politiques culturelles sont en faveur des femmes. On peut dire tout ce qu'on veut, en fait. Ouais, bon, après, il a une action assez forte, vraiment. Oui, non, lui, en l'occurrence, il est vraiment en train de faire bouger les choses. En tout cas, il déclare vouloir le faire. Dans le domaine culturel, on va voir. Et c'était la première biennale où les femmes étaient à 50%. Oui. La biennale existe depuis presque 2 siècles et c'était la première fois en 2019 qu'il y avait 50% d'artistes. C'était femmes. même pas plus. C'était 50 Je crois qu'on a dépassé les 50 peut-être. Ouais. Mais dans les pavillons nationaux, c'était beaucoup. Par exemple, nous, c'était le Female Corner parce qu'on était en fait quand vous montez le long des Giardini, donc on a l'Allemagne à droite, l'Angleterre devant et la France à gauche, et c'était 3 duos de curateurs et d'artistes femmes, donc c'est intéressant aussi. Ouais, c'était chouette. Plus d'hommes blancs là, c'est fini. Non, c'est pas vrai. On avait Flavien Berger. Il y avait Flavien Berger qui a fait la musique du film, magnifique. Voilà. On parle d'où on vient, où on va, et vous, Laure, dans votre travail, il y a souvent cette allusion à des origines plus ou moins fantasmées. L'œuvre qui vous a valu le prix Turner, c'est l'histoire de votre grand-père, qui est donc un artiste d'art conceptuel. Est-ce que vous pouvez me parler de ce grand-père et de cette grand-mère qui le cherche désespérément dans ce tunnel sous sa maison? Qu'est-ce qu'ils vous ont apporté? Ouais, le tunnel a continué même à Venise, mais c'était une œuvre que j'ai créée dans le nord de l'Angleterre où mes grands-parents habitent, au Lake District, donc près de Grizedale, où en fait la Tate m'avait demandé de faire une œuvre sur eux. Ça me gênait beaucoup. Ils voulaient juste... j'avais eu l'impression qu'ils m'avaient juste demandé parce que j'étais la petite fille de mon grand-père. Alors j'étais un peu vexée. Mais en fait, mon grand-père était cet artiste conceptuel qui était ami de K.A.S., et donc, oui, il avait voulu... sa dernière œuvre était de creuser un tunnel pour aller jusqu'en Afrique sans que la loi le sache, quoi. Donc, ils l'ont fait tout ça. Donc, il a commencé dans son je cherche mes mots parce que tout ça, je l'ai fait en anglais. Mais vous pouvez y aller en anglais. On est freestyle. Donc, dans son living room, et là, il a creusé dans son salon son tunnel. Et donc, tu devrais voir la maison. Il y a de la terre partout. Il n'y a plus que l'endroit où on peut faire le gaz. Il y a juste un peu d'espace où il y a le gaz qui passe. Pour les casseroles, il y a de la terre. C'est vraiment bourré de terre partout. Mais bon, ça fait maintenant longtemps qu'il n'est pas revenu. Ma grand-mère, elle était devenue un peu très triste et elle ne bougeait plus. Elle se fait livrer des sacs de bouffe chez Tesco, qui est le magasin, c'est comme Auchan ici, et des chips et tout ça. Donc on voit dans la vidéo qu'il y a juste l'endroit où elle est assise qui n'est pas sale. Tout le reste, c'est bourré de terre. Et les paquets de chips. Et mon grand-père, malheureusement, n'est toujours pas rentré. Et pour lui, c'était vraiment l'idée, le concept, c'était c'était une œuvre, c'est aussi par rapport justement au système, ce qu'on a le droit, ce qu'on n'a pas le droit de faire, et d'y aller, quoi. Ils étaient proches de Kurt Schwitters, donc Kurt Schwitters ramenait souvent des objets qu'il lui redonnait. Ma grand-mère, là, mais pas très... elle voulait que les objets elles soient utiles, donc elle les utilisait pour réparer les portes ou les chaises, des belles sculptures de Kurt Schwitters, donc ça choque un peu le monde parce qu'on voit une chaise réparée avec une œuvre très importante. Donc tout ça, c'est un peu une question de qui est l'artiste, que fait l'artiste, qu'est-ce que la société prend de l'artiste aussi. Kurt Schwitters, lui-même, avait
Il avait peint beaucoup de portraits, mais c'est des portraits, tout le monde les regardait de haut, quoi. C'est alors qu'il était dadaïste. Plutôt tout le monde trouvait son travail dadaïste beaucoup plus fort et beaucoup plus... Et tout ça, c'était un peu sur l'idée de la représentation, qui est l'artiste, comment la société le prend, comment même les familles le prennent, sa femme qui veut que ce soit utile, que l'art soit utile, donc elle utilise ses sculptures pour en faire des poubelles, des choses qui servent, quoi, mais aussi questionner cette idée de oh, this is the master artist, let's put it on a wall and in a museum, no one touches it. Il y a tout ce côté où repositionner un peu l'art dans la vie aussi. Désacraliser un peu. Oui, la requête, s'il était dans la vie, mais moi, dans beaucoup des œuvres, mon œuvre est aussi bien dans le musée que dehors. Dès qu'on sort, elle a autant d'importance que ce qu'on a vécu dedans. La lumière qui nous éclabousse en sortant de Venise, pour moi, c'est aussi fort que... Enfin, ça fait partie de l'œuvre. Enfin, donc, tout ça, c'était pareil pour Wanty, c'est comment la société nous sauvegarde l'idée d'un artiste. Et bien sûr, les musées ont une importance folle ils sacralisent, c'est les nouvelles églises de pensée, de réflexion, mais aussi de les questionner, quoi, surtout l'homme artiste. Il y avait beaucoup ça, surtout dans les années 50, 60 encore, où il y avait le début de la femme qui pouvait s'exprimer, mais elle a dû se bagarrer quand même. Et là, c'était pas mal sur le master artiste, l'italien, ou le français. C'est Alieno Vero et puis la grand-mère qui tourne le truc, le chamboule, le provoque. Là, par exemple, il y a pas mal de peintures que ma grand-mère reprend de mon grand-père, qui avait fait des peintures très minimalistes. Et en fait, à l'arrière de toutes ces peintures, il faisait toujours des fesses et des seins, parce qu'en fait, c'est ce qu'il aimait. Tu sais, mais bon, il voulait être dans le coup à l'époque et tout. Et donc, c'était minimaliste. Et elle les a retournées, elle a montré les fesses, et dedans, elle les a improved, elle les a améliorées en écrivant « We are coming out », nous sortons, nous sommes là. Où il y a pas mal de phrases comme ça que je l'aide à produire en même temps. Et donc, c'est un peu notre... C'est une question sur l'histoire, bien sûr, l'histoire de l'art et l'histoire d'une œuvre. Et de la narration aussi, de qui raconte l'histoire. Et c'est aussi quelque chose que vous permet la vidéo, qui est vraiment votre médium par excellence. C'est-à-dire que quand on voit vos vidéos, finalement... Vous êtes seule maîtresse de la narration, on n'est pas capable de discerner le réel, de l'inventer, et il n'y a que vous qui savez, en fait. Oui, mais je crois qu'on a besoin de l'imaginaire, on a besoin de pas que des facts, que des choses... La vie devient banale, et pour moi, c'est l'humain, et cette magie de pouvoir créer, de pouvoir dessiner dans les caves aussi maintenant, d'avoir de l'humour, d'avoir de la dérision de ce qu'il fait. C'est tellement incroyable que ce soit là. Il faut l'utiliser, quoi. On a quelque chose, et je crois... Et la fiction et la réalité se mélangent. Je crois les livres qu'on a lus sont des fois beaucoup plus réels qu'une expérience qu'on a eue. Elle reste en nous beaucoup plus profondément ou un rêve ou la sensation du café, de l'eau, plus forte qu'un mot. Donc c'est toutes ces choses qui se montent, qui se coupent, qui s'enchevauchent. Et dans le travail, c'est vrai que j'ai tendance à vouloir un peu ramener tout comme ça. Et ouais, donc voilà. Et donc voilà, on cherche toujours notre grand-père. Et l'autre jour, j'ai été dans le tunnel, encore une fois. Si vous le croisez, on a creusé, on a été... si tu veux, je te montre. On pourra y aller ensemble. Ça fait quelques temps que la grand-mère, elle aimerait bien qu'il y ait des gens qui passent. Elle se dit tout le temps, « Oh, you're so busy, you never come and see me. » Alors, il faudrait qu'on aille la voir, parce que je pourrais vous montrer. J'adorerais. Laure Prouvost, vous êtes née femme ou vous l'êtes devenue?
Je suis née femme, mais sans y penser, quoi. Ça n'a pas été mon choix déjà. Et puis, oui, non, mais j'ai eu 2 frères. C'était assez très égalitaire chez moi, dans la façon dont j'ai grandi. Et c'était chacun trouvait sa voie sans femme. Je crois que j'en suis pas trop rendu compte. D'ailleurs, je suis pas très féminine. Enfin, je suis pas. je mets pas beaucoup de poudre. mais j'en lance. Hein. Ouais. Et vous, Martha, comment vous répondriez à cette question ? Moi, je pense les deux, en fait. Parce que oui, bien sûr, on n'est pas femme, on le devient, mais en fait, on est quand même femme. Justement, ce qui est assez drôle, c'est que peut-être on est femme, et ça, c'est tout le côté négatif d'être une femme. C'est malheureusement, on est né une femme, et donc on n'a peut-être pas pu faire ça. On a dû faire ça, on a dû être ça. On a dû être trop poudré, on n'a pas pu diriger un centre d'art à 25 ans. Mais en fait, comme on est devenu une femme, on a jeté la poudre au visage de notre voisin, quoi. Bien souvent, je vois un point commun entre les artistes femmes que je rencontre, et quand j'emploie le mot artiste, je l'emploie au sens large, je pense aux écrivaines, aux réalisatrices. Finalement, qu'on soit féministe ou pas, qu'on ait cette revendication de genre ou pas, finalement, quand on crée, qu'on est une femme, on parle du corps des femmes, et on parle des femmes, peut-être par besoin aussi de combler un vide ou par première nécessité. Je pense par exemple aux poitrines, aux seins. Vous en avez parlé sur le dos des œuvres de votre grand-père, et je pense à cette fontaine que certains, peut-être auditeurs, ont eu la chance de voir dans le hall d'entrée du palais de Tokyo. C'était une espèce de gros nichon avec des jets qui jaillissaient, qui s'appelait Feed Me, nourrissez-moi. Ils représentent quoi pour vous, ces seins que vous mettez un peu partout, que vous saupoudrez dans votre œuvre? Oui, les seins, pour moi, c'est tellement c'est symbolique, c'est vraiment la symbolique de la femme. Et oui, c'est ça que je voulais dire. Je crois que il y a eu beaucoup de corps de femmes dans l'histoire de l'art, ou bien de livres. Il y a eu beaucoup de corps nus, de corps désirés, de corps, de beaux corps, de corps gros, de corps, d'autres corps gros, fins, légers, vieux, qui ont été beaucoup, bien sûr, décrits pendant longtemps par des hommes, parce que c'était un peu comme ça, même si sans doute ils avaient beaucoup de dialogue avec leurs femmes, et que les femmes avaient leur force sans être en avant, je crois, en tout cas dans nos grands-parents. J'imagine, moi, mes grands-mères étaient des femmes super fortes, qui n'étaient pas forcément dans la vie active professionnelle, mais je crois qu'elles passaient par... Leur force passait par l'homme quand même. Enfin, c'était beaucoup moins direct. Au moins, là, on a de la chance de pouvoir revendiquer des points de vue. Et je crois que, pour moi, de montrer ce corps de femme, et je ne le montre pas d'une façon si différente que l'homme aurait pu le décrire ou le désirait, simplement le fait que ce soit une femme qui le fasse, ça chamboule tout, quoi. Exactement. Donc d'un seul coup, le corps n'est pas que cet objet de désir ou spécial ou différent, pour moi il est simplement comment dire, c'est un corps qui nous appartient et qui est beau par sa fraîcheur, parce qu'il est, quoi. Juste que simplement voir une femme plongée dans l'eau nue, par exemple, pour moi je revendique ce bonheur de faire ça, par le point de vue d'une femme. Donc c'est très différent que si c'était un homme qui le filmait ou qui le... Donc ça rien que ça c'est bien sûr, c'est le contexte qui fait beaucoup de choses, quoi. Donc le contexte est renversé un peu. Moi qui
met les grosses fontaines de seins à Palais Tokyo, c'était de l'humour, c'était ridicule aussi, c'était comme si c'était un vieux supermarché abandonné des années 2018. D'ailleurs, c'était très désacralisé. On était invités à toucher l'eau. Mettre ses pieds dedans. Complètement, et puis tout dégouliné de partout. On se demande d'où il vient, ce lieu de supermarché. C'est ce qu'il était à Villeneuve-d'Ascq. J'en sais rien. Puis on l'a ramené au Palais de Tokyo. Et il y a quelque chose de hyper... C'est assez bizarre, cette exposition. Et je savais pas trop... c'était aussi du point de vue de ma grand-mère. J'avais créé une vidéo autour de son... J'ai découvert assez récemment qu'elle avait un petit shed dans son jardin où elle fait des petites expérimentations, où elle fait pousser des seins partout sur les tomates et tout. Donc il y avait toute cette petite histoire de pousser justement la femme, le féminisme un peu. C'est elle qui a fait pousser ça, c'est nos grands-parents. Et donc là, je voulais le mettre en avant. Et il y avait bien sûr... Et c'est symbolique. C'est symbolique, j'adore. Ouais. Pourtant, j'aime pas les symboles, mais là, c'est ça. Est-ce que c'est ça qui vous a séduit dans le travail de Laure quand vous l'avez découvert? Il y a beaucoup de choses qui m'ont séduit dans le travail de Laure, mais non, ce qui m'avait aussi frappé dans les films, et notamment, par exemple, Swallow, c'était que tu mettais en scène ton corps de femme enceinte. Ça, c'était mais d'une manière pas revendicatrice, mais qu'il apparaissait juste comme ça, c'était ton corps, et en fait de femme enceinte, et qu'on voyait que peut-être pour toi c'était il y avait quelque chose peut-être de presque zombiesque, d'un coup ton corps était un peu déformé, il était différent, et puis ça t'amusait quand même parce que tu trouvais qu'il y avait peut-être un côté un peu grotesque, je sais pas, c'est ce que j'avais senti, comme on voit ça dans le film de Venise, quand donc il y a la scène du pavillon, et puis Jules, qui est notre acrobate, se balance sur le trapèze et dit "Imagine you could be two massive boobs pouring milk all over you", et puis on voit cette espèce de sein un peu en papier mâché qui balance du lait avec un vieux sein, un gros vieux sein, mon style. avec le petit chat à côté qui miaule, qui était le chat du pavillon. Enfin, tout ça, c'est assez surréaliste, quoi. C'est avec beaucoup d'humour. C'est ça aussi que moi j'aime bien chez Laure, c'est que dans son travail, évidemment chez elle aussi, mais que s'il y a des représentations symboliques ou politiques, c'est toujours avec de l'humour et du surréalisme, et donc ça allège aussi le propos, ça le rend plus proche de nous, je crois. Ça l'impose pas, en fait, voilà, je crois. Je pense que là, puisqu'on est sur les seins, sur la grossesse, je crois que c'est le moment de la question de l'utérus. Je dois vous la poser. Donc, comment vous entendez-vous avec vos utérus, Laure et Martha? Complète connexion. Bravo Laure. Moi je pensais complète connexion évidente, mais aussi je pensais à vous Lorraine, et à votre interview avec Gloria Steinem, et je lisais quelque chose sur elle, où elle, avec ses copines féministes des années 60 américaines à Berkeley, elle mettait des boucles d'oreilles en forme de stérilet. Et j'adore cette image, et en fait depuis quelques jours j'ai lu ça, je sais plus où, et je me suis dit que je trouvais que c'était formidable de faire des boucles d'oreilles en forme de stérilet, et qu'il fallait remettre ça au goût du jour. On peut littéralement prendre un vrai stérilet, d'ailleurs, ajouter un petit crochet, je pense que mais c'est ce qu'elle faisait, en fait. Parfait, hein. C'est ce qu'elle faisait. Ok, on va lancer ça. Un produit dérivé de la poudre. Il y a un autre geste que je trouve très féministe, et qui d'ailleurs ressemble à, je vais aller dire ce que j'ai fait avec ce podcast, c'est que c'est toujours votre voix qui commente les vidéos. Laure, on vous voit pas vraiment apparaître à l'image dans vos vidéos, parfois de façon un peu subliminale, mais par contre votre voix est omniprésente, vous mettez les mots, vous vous appropriez entièrement la narration, et pour moi c'est un geste aussi de prise de pouvoir, c'est-à-dire c'est vous qui décidez ce qui va être dit sur votre travail. Comme nous, là, on a ces trois voix qui se provoquent l'une l'autre. Je crois que ma voix était quelque chose de... Ça a juste été quelque chose de très pratique, vu qu'elle est toujours là. Elle part pas. Si, elle est partie le lendemain de la fête. Ma famille, elle est partie. Oui, j'avais monté le film. Le film était monté, c'était pas grave. Mais elle est très pratique. Et puis, je peux la travailler, je peux la moduler, pour moi c'est une matière comme une autre, en fait. Ça pourrait être de la terre ou de la tapisserie. C'est une matière que j'utilise parce qu'elle est
parce qu'elle est là et puis parce qu'elle, bien sûr, le son et la voix, c'est quelque chose que je travaille beaucoup parce que c'est quelque chose. Je travaille sans doute plus sur le son, on l'a bien vu, mais avec Martin, on a vraiment travaillé. C'était vraiment un travail d'équipe. C'est un travail de créatif. J'ai jamais travaillé avec autant de personnes, de vision, de force aussi, de technique. Et Martha était à mes côtés. On a discuté des sous-titres. On jouait avec les sous-titres ensemble. Oui, les traductions sont parfois un peu décalées. Oui, on jouait même sur les images. Martha était très présente à la fin du montage, ce qui pouvait stimuler. Et tout ça, c'est sûr que c'était plein de voix différentes. Donc ma voix physique est quelque chose que j'utilise parce qu'elle est, comme je disais, pratique. Et aussi, il y a quelque chose de très subconscient du narrateur qui est là derrière, mais qui dirige le mouvement de pensée et le mouvement de sensation. Et you're cold, mais là on voit du feu. Ou si la voix contredit l'image, quelle est la sensation que ça va créer mentalement? Et si la voix respire fort, alors que je sais pas, qu'on est c'est vraiment un travail du subconscient pour moi, la voix, qui sans doute nos parents qui nous ont dit des histoires, ou bien juste une mère qui a touché son ventre pendant qu'on grandissait en disant j'en sais rien. Enfin, je crois que la voix a un truc très 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 fort au niveau du subconscient, aussi bien que le son. Donc c'est très très, je l'utilise beaucoup pour contradire. C'est aussi pour donner plus d'abstraction ou de contradiction à la narration qui était assez. J'en avais peur de la narration qui était très dirigée par des personnages, par des gens qu'on rencontrait, par des visages. Beaucoup de mes œuvres ont 0 visage ou quelques personnes que je filme par hasard dans la rue, mais moins suivre des personnages comme on l'a fait là. Et donc, je voulais que la voix, elle nous ramène à de la texture, en fait. Ouais. Pas juste au caractère des personnes, mais aux sensations, à toutes les autres sensations, la texture audible, des sens, des odeurs et tout ça. C'est comme le fil aussi, hein, qui nous guide, parce que le film, il est très foisonnant. Comme vous l'avez rappelé, il y a beaucoup de personnages. On a une 12aine, je crois. On suit le road trip de plein de personnages à travers la France. Mais effectivement, cette voix qui est toujours la même, elle permet de garder le fil. Et peut-être qu'elle murmure ou qu'elle crie, je sais pas, il y a quelque chose. Et puis elle peut dire, on a marché pendant 40 jours, nous voilà arrivés, et j'ai pas besoin de filmer 40 jours de marche. Donc c'est assez pratique aussi, quoi. Donc, elle peut mentir aussi, la voix. Elle peut nous laisser elle ment d'ailleurs. Elle ne mange jamais. Vous êtes complice de ces mensonges en tant que commissaire Martha. Oh là là, ouais, commissaire de police. Are you ready? We are going on a road trip to our subconscious. You will be our tentacles, touching the world, feeling while thinking. From the liquid depth, digging our past, we were waiting for you there, coming from the underground. Vous avez dit la voix, je l'utilise comme j'utiliserais la tapisserie, et ça m'a fait sourire parce que je voulais aussi vous parler de cette utilisation-là de la tapisserie qui est aussi un geste très féministe. Ça me fait penser à Myriam Shapiro, une artiste féministe américaine qui avait fait cette série d'œuvres Anonymous Was a Woman, et qui revendiquait le fait que la tapisserie c'était un art, sauf que c'était un art qu'on ne signait pas parce qu'il était pratiqué par les femmes. Cette utilisation-là, elle vous semble aussi un peu politique? Oui, tout. Sans vouloir le pointer comme, mais oui, je crois, mais puis aussi c'est beau, quoi. J'adore les fils qui s'entrechevêtrent. C'est des petits pixels, c'est proche de la vidéo pour moi. Il y a un sorte de pixel de collage d'images. C'est pas très précis, mais c'est quand même ça raconte des histoires, comme
La tapisserie de Bailleul et tout ça, pour moi, elle avait beaucoup de... Cette femme qui veut garder l'histoire, qui veut raconter une histoire, qui veut... je crois que c'est une œuvre d'art extraordinaire et ma grand-mère raconte son histoire avec moi. C'est aussi un travail souvent on s'aide de groupe un peu parce que ça prend du temps. Donc la grand-mère, alors qu'on parle, elle est encore en train de tapisser nos histoires. Donc bien sûr que c'est un médium. Mais peut-être que les hommes vont s'y mettre aussi, je crois. Et il y en a qui en ont fait aussi. C'est ça, le plancher de verre est aussi important que le plafond de verre. Il faut que les hommes transpercent ce plancher. Voilà. Tâche, c'est ça, partagée. On parle de féminisme, d'engagement. Et Martha, vous avez participé à une pétition qui a été publiée il y a quelques mois pour dénoncer les violences sexuelles dans l'art contemporain. Alors, c'est une pétition qu'on peut retrouver en ligne, que je recommande à tout le monde de lire parce qu'elle est assez édifiante. Elle est signée par beaucoup d'artistes, notamment Cindy Sherman. Donc ça s'appelle Not Surprised, en référence à l'œuvre de Jenny Holzer. Vous êtes aussi signataire, Laure ? Oui. D'accord, j'avais vu une interview de Martha qui en parlait, mais j'ignorais que vous l'aviez signée également. Il y a des centaines d'artistes. Beaucoup moins impliqués que Martha. Il y a des centaines d'artistes, critiques, curatrices, galéristes qui dénoncent les attouchements, le harcèlement, les menaces, mais aussi le mépris, l'humiliation que les femmes peuvent subir dans l'art contemporain, qui est un monde très souvent dominé par les hommes. Ça vous a fait du bien de signer cette pétition et d'accompagner sa sortie, Martha ? Oui, c'était il y a déjà il y a peut-être 1 an et demi, mais de toute façon c'était dans le sillage plus ou moins. Oui, c'était dans le sillage de MeToo évidemment aux États-Unis, et puis je crois qu'il y a eu le milieu du cinéma qui s'était mobilisé, et puis un matin je me réveille et puis j'allume WhatsApp et puis là je vois 45 notifications d'amis, collègues américaines, européennes, latino-américaines. C'était vraiment parti de là. New York, LA, je pense Berlin, Paris, et puis Mexico, il y avait quand même un gros noyau, et puis qui disait non mais attendez, là tout le monde se mobilise et nous qu'est-ce qu'on fait, il faut qu'on parle de ça. Et ça a été en fait surtout un moment d'expérience collective très fort, et puis de monter un mouvement sur WhatsApp, c'est-à-dire qu'un jour on se réveille avec 40 et puis le lendemain on se réveille avec 1040 notifications WhatsApp, et il faut réussir à rédiger une lettre, à se faire entendre, et puis cette voix mais qui parle des violences sexuelles mais aussi du harcèlement et puis c'est ça, peut-être du manque d'accès à certains postes ou à certaines responsabilités, et en fait cette lettre ce que moi je trouvais intéressant, c'est qu'on avait décidé de pas dénoncer des gens. On voulait pas, j'avais très peur de la chasse aux sorcières. J'aime beaucoup les sorcières, mais j'avais justement, et puis venant par exemple d'une famille de juifs communistes, je trouvais que c'était quand même pas une très bonne idée de dénoncer. Alors on s'était finalement mis d'accord de dire voilà, on n'a pas peur et la prochaine fois on dénoncera. Et ça a fait très peur. Et c'était ça, et je me suis dit que ce soft power avait été important. Et puis ça a créé aussi une communauté de femmes. Ce groupe WhatsApp existe toujours, sauf qu'en fait on s'est toutes mis d'accord qu'on pouvait plus écrire toute la journée parce qu'en fait on avait c'est épuisant. On avait des carrières, des familles, des copains, des amis, et qu'on pouvait pas passer nos journées sur WhatsApp, mais la rédaction de cette lettre effectivement qui partait du titre d'une œuvre de Jenny Holzer qui s'intitulait donc Abuse of Power Comes as No Surprise, et donc l'abus de pouvoir n'a rien de surprenant. Exactement. Et je crois que la lettre a eu un impact médiatique très fort, mais aussi il y a eu cet empowerment vraiment d'en fait, en une semaine, on peut monter un mouvement à 10, 20, 100, 200 femmes, et on y arrive et on peut faire un impact. Et ça, c'était quelque chose de très fort. Et je crois quand même, on n'en a pas vraiment beaucoup parlé par rapport à la Biennale, mais il me semble que peut-être, enfin j'espère en tout cas qu'une des conséquences de ça, c'est une représentation plus forte des femmes, et peut-être que la Biennale en est une aussi, je crois que c'est vrai. Qu'en fait, après une lettre comme celle-ci, on peut pas rester sans rien faire. On peut plus revenir en arrière, on peut plus dire non, en fait, il y a que des hommes directeurs de musée, et puis moi en plus ce que je dois rajouter aussi, c'est que j'étais une des peut-être 2 ou 3 Françaises qui faisaient partie intégrante du mouvement, dont une amie qui s'appelle Dorothée Dupuis, qui est une commissaire et critique qui vit à Mexico, et en fait nous on s'était quand même pris un sacré bâchage en tant que Française, mais justement en France, qu'est-ce que vous faites, la situation en France c'est terrifiant, c'est là. Donc il fallait quand même tenir la barque aussi en tant que Française, ça avait été intéressant également. Bon, voilà. Ouais.
Mais ce que je trouve intéressant de cette lettre, alors ça part quand même d'un procès. Hein. Je voulais juste rappeler que il y a eu la démission donc du co-directeur du magazine Art Forum qui s'appelle Knight Landsman, qui a été accusé de harcèlement sexuel par une de ses employées. Enfin bref, je vous laisse regarder ça en ligne, mais il y a tout un procès derrière. Mais ce que je trouve intéressant dans cette lettre, c'est qu'il y a aussi la dénonciation d'une forme d'infantilisation un peu pernicieuse. Une espèce de alors, arrêtez en fait parce qu'on est des femmes et que vous êtes commissaire, directeur d'expo ou collectionneur, de nous regarder comme si on était débiles. Enfin, j'ai trouvé que cette espèce de sexisme un peu bienveillant et pernicieux était bien pointé du doigt dans la lettre. Et d'ailleurs, ça m'a fait penser à quelque chose que vous avez vécu, Laure, quand on vous a remis le prix Turner. On a voulu faire monter vos gosses sur la scène comme si c'était hyper important de rappeler que vous étiez maman au moment où vous receviez le prix le plus prestigieux d'art contemporain du monde et que ça vous a, pareil, semblé complètement déplacé, quoi. Alors ça, c'est plus compliqué que ça. Parce que c'était ma mère qui a mis ma fille dans mes bras. Bon, ok. Donc c'était... J'avais cru comprendre que c'était la personne qui vous remettait le prix qui vous avait imposé... Non, c'était plus compliqué. Je crois que les Anglais sont plus subtils quand même pour ça. Je sais pas ce qui est venu en tête. Et je crois que il y avait quelque chose derrière... ma mère a toujours beaucoup soutenu tout ce que je fais et d'une ouverture, mais elle a sans doute voulu dire n'oublie pas, tu es une mère avant, je crois. Donc je sais, mais je sais pas, j'ai jamais vraiment parlé, je crois, où elle voulait que tout le monde, je sais pas, il y a un côté ma mère était prof de maternelle, il y a un côté, elle est très très tournée vers l'enfance, vers la famille. Et moi, c'est sûr que ça m'a gênée. C'est vrai, c'était, je voulais que là, c'était ça devait être une cérémonie sur le travail, sur ce que j'ai fait, pas sur le fait que j'ai des enfants. Parce que je crois qu'on peut être très heureux avec ou sans, qu'on peut faire des vies fantastiques avec ou sans. Bien sûr, je suis hyper heureuse d'avoir mes enfants. Ça, c'est pas quelque chose que... mais qu'il y a plein de façons de vivre, donc c'est surtout pas un système à suivre. Voilà, ça c'était pas, en fait, c'est sûr que ça peut être vu de ce point de vue, c'était en tout cas pas la société c'était la société très proche, ma société, ma mini-société qui a créé, bien sûr, après la presse a sauté dessus parce que c'était une femme qui a des enfants qui peut le faire, ça a été très très utilisé et revendiqué, et c'est compliqué. Il y a des moments, il y a aussi, il n'y a pas que du mauvais dedans, parce que je crois qu'il y a beaucoup de femmes qui pensent toujours qu'ils ne peuvent pas être artistes et avoir une famille, qui ne s'en sortiraient pas. Il y a eu en tout cas je crois que je suis dans une des premières générations, on se dit on peut y arriver, quoi. Alors qu'avant, il y a eu plein de femmes artistes extraordinaires, mais qui n'avaient pas de famille, parce qu'elles se disaient aussi je ne peux pas être au même niveau qu'un homme si j'ai une famille en plus. Et les hommes aussi soutenaient beaucoup moins. Moi, Nick, avec qui je fais ma vie, il est un soutien extraordinaire. On est complètement égal dans nos choix de vie, on se soutient, quand chacun son tour, on prend... Et donc il y avait sans doute quelque chose aussi de positif dedans. Et je vois beaucoup d'amis artistes qui ont des enfants maintenant, qui peuvent faire les deux. On peut. Et en France, je crois que il y a quand même pas mal de bonnes crèches de soutien. En Angleterre, c'est plus dur. On doit payer très très cher la crèche. Il y a tout n'est pas mauvais. Dans certains, il faut trouver les bons équilibres. Je crois que c'est bien sûr au niveau, je crois, parole et point de vue. Là, ici en France, on a encore beaucoup de travail, comme tu dis, à faire, et il y a des côtés très macho encore. Moi, j'ai senti très très fort dans les expos que je fais ici. Il y a encore beaucoup, c'est comme si on devrait être à la cuisine. C'est très très désagréable. J'ai beaucoup moins senti en Angleterre. Il y a beaucoup, c'est beaucoup, on le sent moins. Par contre, il y a des problèmes de société où les crèches sont très très chères. Donc forcément, les femmes lâchent leur boulot. Il faut être assez privilégié pour pouvoir avoir oui, donc moi j'ai pas mal d'amis qui ont dû lâcher
faire ce qu'ils aimaient pour s'occuper des enfants. En tout cas, les 3-4 premières années avant qu'ils aillent à l'école. Donc, il y a du boulot des différents niveaux à différents endroits. En tout cas, je trouve ça intéressant parce que finalement, là, ce que vous soulevez, c'est un paradoxe. C'est-à-dire que vous aimeriez bien ne pas avoir parlé du fait que vous êtes mère et de vos enfants. Et en même temps, il y a un problème à formuler. C'est-à-dire quand on disait on aimerait bien ne pas avoir à faire des émissions 100% femmes. Et pourtant, il y a bien un moment donné où il faut soulever le problème. Et puis, il faut se soutenir parce que là, on ne parle que d'un petit monde très western. L'Europe, qui, dès qu'on sort de l'Europe, c'est 10 fois pire, quoi. Enfin, donc c'est pour ça qu'on doit se soutenir et ouvrir les portes le plus possible, je crois. Je vais vous demander à toutes les deux si vous avez accès à votre chambre, à vous. Tu veux dire un lieu qui nous est... Ouais, un lieu rien qu'à toi. Peut-être quand j'allume ma caméra ou bien quand je suis au studio. C'est des moments où je suis complètement... ouais. Mais sinon, les lieux sont assez ouverts. J'ai pas de... Ouais, je crois que c'est le studio est sans doute un lieu où j'ai de quoi... C'est vraiment... Je crois que c'est le moment où c'est une chambre où je peux créer, en fait. C'est le moment où je suis... quand je peux créer... Et bien sûr, c'est pas toujours facile. Il y a des moments où je suis hyper malheureux. J'arrive pas à faire ce que je veux ou ce que je sens ou j'ai envie d'exprimer. Donc, c'est pas forcément une chambre facile, mais c'est l'endroit où je me sens très heureuse. Enfin, en tout cas, très, très, très en connexion avec moi-même et avec le reste du monde et avec... ouais. Martha. Alors moi, c'est amusant parce que je pensais à ça... parce qu'en fait, là, j'ai un appartement qui est assez haut de plafond. Et en fait, il y a une chambre qui est cachée en haut et qui est fermée. Et donc, à chaque fois que quelqu'un arrive chez moi... Donc regarde et puis voit cette chambre en haut là qui est toute fermée et donc je me suis dit bon, puisque la chambre à moi c'est déjà tout l'appartement, donc moi je rigole et je dis que c'est justement la chambre de mes amants cachés de Barbe Bleue, mais oui bien sûr j'ai ma chambre à moi et ma chambre à moi elle a beaucoup de vinyles et notamment des vinyles de musique iranienne et de cette chanteuse Gougouche que j'adore et dès que je rentre chez moi je mets un vinyle et je sais que je suis chez moi. Wow. Et c'est à l'intérieur de moi, voilà. À l'intérieur de mon octopus à moi. Ça évoque quoi pour vous la poudre? La poudre aux yeux. Oui, t'en fous plein les yeux. Et vous là? La poudre, un nuage de poudre bleue, de fumée, peut-être un truc quelque chose d'assez abstrait. Ouais, comme dans notre bleu profond, une poudre de peut-être bleu plus clair, rosâtre, un peu légère. Ou bien, comme tu disais, pour en faire des pétards, pour en faire... oui, il y a une poudre qu'on a créée qui était C'était le clou du spectacle de la poudre. Au Palais Tokyo, c'est vrai que c'était assez drôle. Au jour du vernissage, j'avais acheté beaucoup d'épices. Et c'était dans ce petit tunnel, je ne sais pas si tu te souviens, une sorte de tunnel que j'avais brodé avec ma grand-mère en tapisserie et qui à la fin devenait... La tapisserie devenait... c'était une sorte de trompe-l'œil, de jeu d'images, de branches. Et au sol, c'était un tapis qu'on avait travaillé, où le tapis était de plus en plus dégradé, qu'on avait sali, abîmé, brûlé, tout ça. Et qui devenait un peu un petit chemin de végétal. De végétal, ouais. Un peu comme au bord de mer, peut-être, quand on arrive près de la mer. Sauf qu'on arrive dans un rôle de supermarché mal foutu. Mais là, et là, on avait mis plein d'épices. Et au bout on ouvre l'expo et tout le monde commence à tousser. Et tout le lieu, tout le monde commence à tousser. Puis la résine n'est pas sèche. Et tout le monde s'inquiète. Il y a une terrorist attack. Qu'est-ce qui se passe? Ils essaient d'ouvrir les portes. Et tout bas, tout le monde dit qu'est-ce qu'on fait? Ça tousse. Et puis on entend. Moi, au début, je me rendais pas compte. Et puis après,
on entend partout les gens qui toussent. Et au bout d'un quart d'heure, je me dis, c'est le poivre. Il y avait du poivre, on a acheté du poivre qu'on avait mis au sol. Et à cause de tous les hauts talons, les chaussures qui avaient bien écrasé le truc, ça avait fait un nuage de poivre dans toute la... Les farces et attrapes de leur four. Là, c'était une de mes meilleures œuvres. Comme les petits sachets de thé que je mets sur les radiateurs. C'est des œuvres un peu subtiles. Sauf que celle-là, elle n'était pas hyper subtile. En tout cas, la poudre, ça vous inspire toute une narration. Merci beaucoup de l'avoir formulée. Grâce à Martha. Merci à toutes les deux d'avoir été là aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est une belle invitation. من برای گم شدن از خود و غرق تو شدن راه دور عشقمو پیمودم اینجا اومدم نیازی به تنه قلندرم تنها لباسی اما دستم به ظریف تو دخیل Merci à Laure Prouveau et Martha Kirzenbaum d'être venus faire parler la poudre avec moi. Les extraits sonores et les morceaux de La Fonda et de Flavien Berger sont issus de l'œuvre Deep Sea Blue Surrounding You, vois ce bleu profond te fondre. Merci à Laure Prouveau pour son autorisation. Le cycle L'art et la poudre est réalisé en partenariat avec l'association AWARE, Archives of Women Artists, Research and Exhibition, qui œuvre pour les archives, la mémoire et la visibilité des femmes artistes du XXe siècle. La Poudre est un podcast produit par Nouvelles Écoutes. Merci à Aurore Meyer-Mailleux pour la réalisation, à Gaïa Marty pour la programmation, la prise de son et le reste. Au mixage aujourd'hui, Clotilde Fauchil. Merci à Bonnie Banane pour sa chanson dans le générique. Merci à vous pour l'écoute. On se retrouve sur Internet, Instagram, Twitter, Facebook. La Poudre est partout. Si vous avez des réflexions, des compliments ou des critiques à faire, n'hésitez pas, j'adore ça. Ah, j'allais oublier, pour lire les mêmes livres que moi, allez sur le site La Poudre lit. Vous connaissez la suite, prenez soin de vous et continuez de faire parler la poudre.